Donc, salut à toi, cher courtisan de la cour du peuple. Donc, n'oublie pas d'aimer ma chaîne pour rester à l'affût des leçons et surtout, si tu aimes mon travail, tu peux devenir un patron et m'encourager pour le prix d'un café par mois. Alors, j'espère que tu apprendras en riant et je te souhaite bonne vidéo. Salut courtisan, un petit vidéo hors leçon aujourd'hui pour les dames Canucks, ceux qui s'excusent tout le temps, nous, les castors canadiens. Donc on est en élection, mais plusieurs d'entre nous ne savent même pas comment notre système marche. Alors merci Justin de déclencher les actions just in time pour que je vous aide avec cela. Donc tout d'abord, le nom de notre système, il est assez simple. Et c'est un système bicaméral avec un scrutin uninominal à un tour. C'est simple, non? Il est bi quoi? Avec un crétin nommé comment, vous dites? Et on parle pas d'un tour comme un tour de piste. Quoique, en élection, ça peut être plus extrême qu'une course de F1. Donc on décortique. Bicaméral, c'est simple. Il y a deux chambres. Le scrutin, c'est simplement le mot pour tout le processus lié à l'élection. Et donc, scrutin ici veut dire élection. Uninominal, c'est que vous élisez qu'un seul député. Parce que dans un système plurinominal, vous avez plusieurs personnes pour le même comté. Et donc à un tour, parce qu'il n'y a qu'un tour d'élection. Ça prend pas la tête à Papineau, comme on dit au Québec. Plus celle de Louis XVI. Donc, en gros, on vote à chaque fois pour un seul candidat, qui a seulement besoin de remporter le plus de voix. C'est ce qu'on appelle la majorité relative. Et on le fait sans faire de second tour, qui normalement sert à aller chercher un 50 plus 1% d'appui populaire. Ce qu'on appelle la majorité absolue. Ça, c'est de la grosse théorie. Mais dans ta vie, ça change quoi, cette info? Eh bien, tout. Tu vois, déjà à la différence de la France ou des États-Unis, le poste de premier ministre est complètement lié à celui de la Chambre des députés. Vous n'élisez pas le premier ministre, vous donnez le pouvoir à un parti, celui qui a le plus de députés, et par tradition, il met en place son chef comme chef de l'État. Pour devenir premier ministre, il faut contrôler le Parlement. En France, avec ou sans le Parlement, le président est celui qui a la majorité absolue, ou encore 50 plus 1% de tous les appuis. Vous devez comprendre que la plupart des présidents du monde doivent rêver la nuit d'avoir le pouvoir que le premier ministre canadien a sur le système politique. Le PM est chef du parti, chef du gouvernement, nomine la gouverneure générale, choisit les membres du gouvernement, avec qui il nomme les juges de la Cour suprême sans avoir besoin de l'aval du Parlement. Sur le parti, il a une main assez ferme. Il influence les candidats qui, sans sa signature, ne peuvent se présenter aux élections. Et si un parti a des membres non élus, la partie de ceux qui le sont, les députés, sont ce que l'on appelle l'aile parlementaire. Imaginez un oiseau. Une aile représente les députés et l'autre, les militants et membres. Les épaules sont les employés et le corps est la ligne politique. Le chef, bien évidemment, est la tête. Tout cet ensemble représente ce qui compose un parti. Ce beau monde vont influencer la ligne de celui-ci, mais le chef est celui qui a le plus de pouvoir et d'influence dans tout le processus. Il reste l'élément le plus critique et majeur dans la composition d'un parti politique avec l'aile parlementaire. C'est ce pourquoi nos premiers ministres ainsi que les chefs de parti ont énormément de pouvoir sur la vie politique à la différence de la plupart des systèmes dans le monde. C'est même parfois le Far West entre le chef de son parti, son aile parlementaire, et ses militants. Really? Nous reviendrons sur les putschs en démocratie. Le pouvoir le plus important du premier ministre est celui de pouvoir choisir et nommer la gouverneure générale. En parlant de la GG, en fait, c'est elle la véritable chef de l'État canadien. Si le Canada se réformerait sur un modèle copié à la France, le poste de gouverneur général serait l'équivalent du président. Le premier ministre est normalement nommé par le président et c'est lui qui gère le gouvernement. Pas le contraire. C'est d'ailleurs l'une des nombreuses particularités de notre système. Ouais, on est des enfants spéciaux ici. Notre système est vieux et ça le rend très original. Pour l'instant, nous avons une forme de monarchie hybride mêlant système contemporain et parlementarisme médiéval. Ce qui est important de comprendre, c'est qu'on a deux chambres, que le premier ministre et chef du parti contrôle relativement tout au niveau exécutif et législatif. Exécutif, législatif. Non, je suis pas en train de dire qu'il exécute des gens, quoique. Petit aparté. Exécutif, législatif, judiciaire. Ce sont trois mots extrêmement importants que vous devez retenir et différencier.
Allez, on écoute parce que je répéterai pas, hein? Durant l'âge des Lumières, c'est-à-dire autour de l'an 1700 à 1820, beaucoup de théories sur le pouvoir et la politique émergent. C'est d'ailleurs par ces travaux que nos démocraties modernes seront construites, idéologiquement et fonctionnellement. Deux hommes, John Locke et Montesquieu, décrivirent le pouvoir comme un arbre se divisant en trois branches. L'exécutif, le législatif et le judiciaire. Regardez ça comment c'est simple. L'exécutif, c'est le gouvernement. Ceux qui mettent les programmes en marche, travaillent avec les fonctionnaires et les organismes de l'État. Ils mettent en œuvre le projet voté par le Parlement. Faire un programme X ou une subvention Y. Où l'on vote les lois? Au niveau législatif. Légis, comme loi. Où on fait les lois ici. On ne les applique pas, on les fait. C'est l'instance législative, comme un médecin légiste. C'est un médecin qui est aussi spécialiste de la loi. Il ne fait pas seulement des recommandations médicales, mais fait aussi des recommandations légales. Donc, enfin, vous avez le pouvoir judiciaire. Je crois que je n'ai pas besoin de faire un dessin. Ce sont les juges. C'est parce qu'ils représentent l'État et le pouvoir qu'il faut se lever lorsqu'un juge entre dans sa cour. Veuillez vous lever à l'entrée du juge, l'honorable Marshall Stephen. L'honorable. Bonjour, j'appelle l'affaire numéro BD 09395. Samantha Cole contre Richard Cole. Comment allez-vous ce matin, cher maître? Bien, merci. Et vous, maître Reed? Là, ce matin, je ne me sens pas très bien. J'ai eu un petit inconvénient sexuel hier soir. Ceci étant clair, je vais vous expliquer comment fonctionne notre pouvoir législatif. Alors, comme j'ai dit plus tôt, on fait une élection. Le candidat avec le plus de votes gagne le poste de député. Maintenant quoi? Chaque député va siéger au Parlement, 3 jours par semaine durant 4 ans. Et les autres jours, il sera dans sa circonscription pour s'occuper de faire avancer les dossiers des citoyens, du moins ceux qui le demandent. Et toujours pour les services de son niveau gouvernemental, ici les services fédéraux. Donc c'est important ici que vous compreniez que les élus municipaux font la même chose pour les services municipaux et les élus provinciaux font la même chose pour les services provinciaux. Chacun a ses compétences et ses responsabilités. Ceci étant dit, qu'est-ce qu'on fait dans un parlement? C'est évident, on parlemente. Mais sur quoi? En gros, on fait des lois. Les différents partis vont travailler ensemble pour créer ou modifier des droits. Le gouvernement est le parti qui possède le plus de sièges, soit de façon minoritaire ou de façon majoritaire. Il reste que c'est lui qui dirigera l'agenda principal du Parlement. C'est-à-dire que le gouvernement et le parti qui domine déposent la plupart des projets de loi. Mais l'opposition peut, selon sa force, déposer des projets, et chacun d'eux est modifié de toute façon dans un comité. Chaque parti siège sur les comités selon leur force dans le Parlement. Je reviendrai plus en détail sur le travail parlementaire dans une autre vidéo. Le dernier élément le plus important est le fait que nous ayons 2 chambres, dont une choisie en élection et l'autre qui est nominée, et donc non élue. Dans un système à 2 chambres, ou encore bicaméral, on a une chambre haute et une chambre basse. La chambre haute, selon le système, a un veto sur les propositions de la chambre basse. Et la chambre basse au Canada est incarnée par la Chambre des communes et la chambre haute par le Sénat. À la Chambre des communes, on élit les députés. Au Sénat, les membres sont nommés par le gouvernement. Donc, une chambre non élue peut dicter, bloquer ou modifier toutes les lois et règlements qui viennent de la Chambre des communes qui, elle, est élue. Pour le judiciaire, le gouvernement, en conseil, choisit les juges. Et bien sûr que les juges qui sont choisis ont une certaine orientation politique, parce que parfois, il faut faire pencher la cour du bon côté. Monsieur Duplessis, vous êtes un avocat assez expérimenté pour savoir qu'il est à peu près impossible pour la province de gagner en Cour suprême. Ottawa contrôle la Cour suprême, vous savez ça aussi bien que moi. C'est justement ça. On ne ruine pas son client dans des causes perdues d'avance. On lui suggère d'autres moyens de se défendre. Ça, vous savez ça aussi bien que moi, que la Cour suprême, c'est un petit peu comme la tour de Pise. Elle penche toujours du même bord. Mais ils doivent aussi venir d'une cour supérieure. Et le bilinguisme, même s'il n'est pas obligatoire, est très important pour les collectivités francophones du pays. Et pour un grand nombre d'élus, la maîtrise d'une seule langue est toujours reprochée par l'opinion publique. Alors voilà, en espérant que vous comprenez mieux notre système mi-démocratique, mi-monarchiste, basé sur la tradition anglaise et la loi écrite.
On se revoit dans une prochaine leçon pour faire de toi un fin renard et un artisan de la cour du peuple.